Alors, les conférences que vous faites, etc. en ce qui concerne les conférences que j'ai données depuis pas mal d'années, j'ai commencé à Paris, hein. En 1987, j'étais encore en région parisienne et j'étais dans un cabinet d'audit et de conseil. Et donc, je donnais de temps en temps des conférences sur ma profession, c'est-à-dire la prévision économique à base mathématique. Donc, c'était à la Défense, essentiellement. C'est-à-dire qu'il y avait des gens qui venaient des entreprises pour savoir quelles étaient les méthodes utilisées. Bon, en gros, hein, parce qu'on ne peut pas rentrer dans trop de détails à partir du moment où les auditeurs ne sont pas mathématiciens, hein. Et comme ce sont souvent des méthodes statistiques, c'est un peu pénible, hein. Bon. Par ailleurs, j'étais à l'époque maître assistant à la faculté d'Assas, où il y avait des cours de maths, de physique, d'économie, de droit, etc., hein. La faculté d'Assas, c'est très connu, hein. Et puis quand je suis venu à Bordeaux, 10 ans après, hein, à peu près, un peu moins de 10 ans après, en 95, eh bien, je m'étais entre-temps intéressé à beaucoup de choses, hors des mathématiques, et je m'étais intéressé en particulier à tout ce qui est ésotérique, ovni et compagnie. Et donc là, j'ai recherché parmi les petites assos, parce qu'en général, ce sont toujours des petites assos, hein, celles qui proposaient des interventions sur les thèmes qui m'intéressaient moi. Alors il y a eu le CDIM, dont je suis président depuis 2004, il y a eu la Pensée Libre, il y a eu d'autres assos dont j'ai oublié le nom d'ailleurs. Ah si, l'ABEM. L'ABEM, ça veut dire Association bordelaise d'études métapsychiques. C'est la plus ancienne asso bordelaise, puisqu'elle date de 1948. Alors j'y ai donné toute une série de, comment pourrais-je dire, de conférences sur l'alchimie, sur pas les ovnis, à cette époque-là on ne parlait pas tellement de ça, sur des questions ésotériques comme la voyance, la médiumnité, etc. Et puis j'en ai donné de temps en temps dans ma propre asso. J'étais pas encore président à l'époque, hein. J'étais intervenant, ce qu'on appelle conférencier, quoi. Et là, j'en ai donné quelques-unes quand même sur les comparaisons entre les méthodes rationnelles de prévision de l'avenir et les méthodes prophétiques, sur les grands mystiques, les grands spirituels, enfin les grands guides spirituels, etc. Alors j'ai une liste de tout ça, mais c'est très long, hein, et ça remonte loin, si on peut dire, parce que moi je fais des listes de tous les côtés, hein. Alors comme j'utilise beaucoup Excel, hein, le logiciel Excel, les tableurs, c'est extraordinaire, hein. Alors je peux vous raconter une petite anecdote à ce sujet. Il y a 40 ans, lorsque j'ai vu les premiers tableurs arriver, ils s'appelaient VisiCalc. Oui. Et c'était sur des écrans monochromes verts. Vous savez, les petits écrans monochromes verts. Bon. Quand on voyait, comme ingénieur, quand on voyait des calculatrices Hewlett-Packard ou Texas et un VisiCalc, mais c'était une révolution. Il n'y a pas d'autre mot. On arrivait sur un écran, on tapait les valeurs numériques, les catégories, les colonnes, les lignes, tout ce qu'on voulait. On faisait des calculs en mettant une formule dans une des cellules qui se répercutait sur d'autres. Enfin, c'était fabuleux. Entre la règle à calcul, vous savez, c'est une sorte de règle qui permettait de trouver des valeurs, bon, avec logarithme, exponentiel, etc. Là, tout se faisait automatiquement une fois qu'on avait défini le sens des cellules. Mais c'est dingue. Vous vous rendez pas compte, mais moi qui ai travaillé à la main avec la règle à calcul ou avec une 4 opérations pourcentage racine, eh ben quand on a vu d'une part les calculatrices scientifiques ou financières et d'autre part le VisiCalc, on s'est dit mais c'est absolument délirant. Et ça a permis un boom dans les méthodes de calcul, c'est-à-dire qu'au lieu de faire des tas de trucs à la main qui étaient fastidieux, pénibles, on se trompait une fois sur deux, enfin, surtout pour les décimales. Et ensuite, c'est devenu, alors je passe sur les modèles, mais c'est devenu Excel de Microsoft, qui est un véritable... je peux pas... Si je devais dire en un seul mot ce qu'est Excel, c'est une merveille. On peut faire des listes, des tabulations, des calculs, des prévisions, tout.
Bon, la seule chose qu'on ne peut pas faire facilement, parce que c'est pas destiné à ça, bien qu'on peut le faire, mais c'est pas très beau, c'est d'écrire du texte. Il y a pour ça, il y a un Word, c'est-à-dire ou n'importe quel autre traitement de texte. Et il faut dire que je me sers de tout ça. Donc j'ai la liste de toutes les conférences que j'ai données, la liste de tous les intervenants qui sont venus dans l'association où j'étais, etc., etc. Et alors moi-même, quand je suis devenu président, en 2004, enfin fin 2004, j'ai introduit plusieurs nouveautés, dont les ovnis, l'archéologie fantastique, les prophéties, etc. Et ça m'a permis d'intervenir moi-même sur d'autres thèmes que ceux sur lesquels j'intervenais préalablement. Et comme ça, j'ai fait des tas de conférences, je me suis déployé sur d'autres assos, y compris en province. Enfin, quand je dis la province, c'est par rapport à Bordeaux, hein. Par exemple à Bergerac, à Périgueux, à Dax, ou bien dans d'autres villes encore, près d'Arcachon, à Gujan-Mestras. Et il n'y a pas longtemps, alors j'avais fait des conférences sur les ondes, sur différents thèmes, et j'en ai rajouté une parce qu'on m'a demandé de faire, parce que quelquefois les gens vous disent, voilà, est-ce que vous pouvez une conférence pour dans 6 mois sur tel thème? Alors, oui ou non, ça m'intéresse ou ça m'intéresse pas, parce que le problème, c'est pas seulement que ça vous intéresse, c'est qu'il faut pouvoir le faire, hein. Or, pouvoir le faire, ça veut dire qu'il faut être déjà dans un certain sens du thème proposé, et puis trouver de la documentation, hein, parce qu'on ne fait rien sans rien, hein, c'est sûr. Tout ce qu'on raconte a déjà été dit à droite à gauche de manière plus ou moins éparpillée. Ce qu'il faut, c'est rassembler, synthétiser et proposer une version nouvelle, en quelque sorte. Et c'est ce qu'on m'avait demandé il y a 2 ans pour l'eau. J'étais venu dans une petite asso qui est à Blanquefort et qui s'appelle Ciel et Terre. Alors moi-même, j'avais créé une asso comme ça, mais elle n'a jamais fonctionné. Donc c'est une autre Ciel et Terre. On m'a dit, voilà, on aimerait bien que tu fasses une conférence sur l'eau. J'avais jamais traité ce sujet. 6 mois après, j'avais fait ma conférence, avec diaporama, tout le tralala. Alors, contrairement à d'autres, moi, j'ai vu large. C'est-à-dire que j'ai dit, je vais aborder l'eau sous les angles visibles. Qu'est-ce que c'est que l'eau? Où ça se trouve? Combien il y en a? Hein, ce qu'on appelle les facteurs exogènes, ou macroéconomiques, si vous voulez. Puis la technique, par où passe l'eau, comment est-ce qu'on la filtre, est-ce qu'on peut la boire, est-ce qu'elle est purifiée, enfin, c'est des éléments microéconomiques. Puis après, je me suis dit, je vais passer à d'autres thèmes qui sont pratiquement jamais traités, sauf dans un très petit comité, la nature spirituelle de l'eau, ou son intervention sur l'organisme, la nature santé, et c'est là où on redécouvre la mécanique quantique. Parce qu'on s'aperçoit qu'il y a une mémoire de l'eau. Eh oui. Et la mémoire de l'eau, elle a été trouvée par un certain docteur Benveniste en 1987-8. Il y a eu un tel tollé contre cette théorie à l'époque que le pauvre, il a été obligé de tout rengainer. Il est mort quelques années après de douleur, hein, si on peut dire. Et de déception et de... bon. Et pourtant, il venait de découvrir le mécanisme intime de l'homéopathie. Quand vous prenez une substance, donc à base de molécules, vous la diluez à l'infini. Enfin, sans aller jusqu'à l'infini, vous la diluez beaucoup. Alors les chimistes vous disent, il ne reste plus rien, alors la molécule a disparu. Eh bien non. La molécule, oui, mais le signal quantique de la substance n'a pas disparu. Et c'est ça qui agit. Seulement, on ne connaissait pas bien la mécanique quantique appliquée à la santé à l'époque. Et n'empêche qu'il y a un gars au 19e siècle qui a inventé l'homéopathie sans même savoir peut-être ce qu'il faisait. C'est le principe d'action de ce qu'on appelle les particules quantiques qui donnent un signal, et c'est ce signal qui se répercute sur les cellules du corps. Et qui, donc, amène une certaine guérison. Pourquoi? Parce qu'elle touche le terrain. Si le terrain redevient équilibré et favorable, les symptômes disparaissent. Terminé. C'est aussi simple que ça, si j'ose dire.
Eh bien, il y a un grand savant français qui est prix Nobel, que vous connaissez tous de nom, c'est Luc Montagnier, ancien président directeur général comment on appelle ça, de l'Institut Pasteur, qui a repris les travaux de Benveniste, mais pas en France, à l'étranger. Et il a travaillé avec les Italiens pour montrer que, eh bien, ça marchait. Qu'on trouvait à la fin toujours ce fameux signal caractéristique de la substance. La molécule a disparu. Eh bien, l'homéopathie marche comme ça. De plus, l'eau a des propriétés tout à fait extraordinaires. Je vous donne un exemple précis, dont je vais parler dans le bouquin, parce qu'après on m'a demandé, la conférence m'a dit, est-ce que vous pouvez faire un bouquin? Alors là, c'est pas la même dimension. Hein. J'ai donc préparé un bouquin, et à cette occasion, ce que j'avais déjà dit dans ma conférence, mais de manière un peu superficielle, ça c'est une découverte d'un Japonais qui montre quand on met de l'eau dans un petit bocal, et on met une étiquette dessus du genre « je t'aime »,« je te hais »,« horreur »,« bravo »,« sympathie », enfin un mot sympathique ou un mot antipathique. On met différents pots comme ça dans le freezer, j'allais dire, dans le congélateur, pour que ça se cristallise. Et au bout de 8 jours, on sort les pots en verre où il y a cette eau qui s'est cristallisée, et quand on regarde les cristaux d'eau, un peu comme les cristaux de neige, hein, au microscope, qu'est-ce qu'on voit? Si c'est un terme avec un simple autocollant qui est favorable, je t'aime, tu es beau, etc., on voit des cristaux magnifiques, comme des étoiles, vous voyez, ce genre de choses. Il y a des tas de photos qui ont été prises de ça. Quand au contraire, le libellé de l'étiquette est négatif, malveillant, etc., eh bien, on voit n'importe quoi. Alors ça, c'est stupéfiant. N'importe qui peut reproduire cette expérience. Il suffit de mettre de l'eau ordinaire dans un bocal, de fermer le bocal, petit bocal comme ça, hein, un truc à yaourt par exemple. Eh bien, on voit la différence. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'eau reçoit la vibration correspondante à l'intention du message, et ça peut être aussi de la musique, ça peut être des paroles, sauf que si c'est de la musique, ça marche bien, mais si c'est des paroles, ce n'est pas assez fort. Tandis que l'étiquette où on dit « je t'adore », ça reste. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça nous ramène encore une fois à la notion de vibration. Tout est vibratoire dans l'univers. Il n'y a quasiment pas d'exception. Sauf que certaines vibrations sont à haute fréquence et d'autres à basse fréquence. Alors comme vous le savez, en physique, on dit que la vibration, la fréquence est l'inverse de la longueur d'onde. Hein? Une longueur d'onde, c'est le moment où le signal commence puis s'arrête. Il y a une longueur qu'on appelle la longueur d'onde, c'est l'onde. Or, quand la longueur d'onde est très grande, la vibration est très faible, est très forte, pardon. C'est l'inverse. Et réciproquement. Ce qui veut dire que les rayons X sont à vibration forte et à longueur d'onde élevée, et donc ça passe très fort. Les ondes radio, c'est l'inverse. C'est une longueur d'onde assez courte et une fréquence... Non, l'inverse, pardon. C'est une longueur d'onde très longue et une fréquence très faible. C'est pour ça que c'est pas dangereux. Or, ce processus de longueur d'onde est partout. Un objet matériel émet peu, sauf s'il a une architecture spécifique. Et c'est ce qui était fait dans l'Antiquité au sujet de ce qu'on appelle la géométrie sacrée, c'est-à-dire les édifices que l'on trouve, pyramides, Parthénon en Grèce, tous les monuments antiques qui restent sont basés sur des règles architecturales et mathématiques, enfin géométriques sacrées, qui permettent une stabilité de l'édifice dans le temps et une harmonisation des énergies. Les cathédrales sont toutes basées là-dessus. Eh oui, incroyable. Alors j'ai donné des conférences sur tout ça, et de fil en aiguille, je suis arrivé donc au fait que je me suis beaucoup investi dans la partie OVNI. J'ai balayé beaucoup de sujets,
Et comme je veux rester à un niveau généraliste et non pas spécialiste, je survole la plupart du temps dans mes conférences. Parce qu'il y a des gens, par exemple, qui font une conférence sur les ovnis et qui racontent tous les détails d'une apparition avec l'atterrissage d'une soucoupe volante, par exemple, des êtres qui en sortent, etc. Alors c'est très bien, mais il y a des milliers de cas comme ça. Donc on ne peut pas s'apesantir sur tout ça. Ça, c'est bon dans les rapports. Quand on fait un rapport ou une enquête, là, on doit insister sur ces aspects-là. Mais quand on présente une conférence de manière générale sur un phénomène global, on ne peut pas se permettre de s'éterniser, vous voyez ce que je veux dire, sur un cas particulier, même 2 fois, 3 fois. On est obligé de le citer, de le montrer éventuellement par certaines images ou certains sons, puis on passe à autre chose. Et c'est ce que je vais faire dans la conférence ce soir. Je vais présenter une vue d'ensemble du phénomène OVNI, qu'on appelle OVNI PANI. OVNI, c'est objet volant non identifié, mais comme on s'est aperçu que ce ne sont pas toujours des objets, mais souvent des images, ou quelque chose qui ressemble à des images, à des phénomènes lumineux, eh bien on préfère aussi ajouter phénomène aérien non identifié, P-A-N-I. On enlève quelquefois le I pour dire les pannes. Bon, j'aime pas trop ça parce qu'on ne sait plus ce que ça veut dire. Or, c'est ce que je vais présenter tout à l'heure, enfin ce soir, dans le cadre de cet organisme qui s'appelle l'Entrepôt. L'Entrepôt, qui se trouve dans la banlieue immédiate de Bordeaux, dans la commune dite du Haillan, est une petite commune qui a des locaux spécialisés dans l'organisation de spectacles, pièces de théâtre, chants, etc., poésie, et disons d'autres manifestations à caractère culturel. Et comme ils ont une salle de cinéma, qui est assez importante, ça leur permet de faire des projections cinématographiques de films récents. Et à l'occasion de ces films, lorsque le sujet... alors, le responsable de ce cinéma, en quelque sorte, de cette salle, avait cherché sur Internet pour savoir s'il pouvait trouver quelqu'un qui parlerait du phénomène OVNI à l'occasion de la projection du film Independence Day version 2. Il m'a trouvé et on s'est mis d'accord pour que j'intervienne avant la projection du film, expliquant de quoi il s'agit. Quand on parle des ovnis, de quoi s'agit-il? Donc ça dure 1 heure, 1 heure et quart dans ces eaux-là, puis ensuite on projette le film, qui lui est un film de fiction. Alors que moi, ce que je vais raconter, c'est pas de la fiction. C'est un survol des faits et des témoignages parmi les milliers qu'on a récoltés en 50 ans. Parce qu'il y en a plusieurs centaines de milliers, pas dizaines, centaines, dans le monde, évidemment. Or, l'intérêt de ça, c'est de faire connaître au public d'ouvrir un peu les yeux, quoi. Alors, évidemment, ce qui est dommage, c'est que il n'y a pas un véritable débat derrière. On ne peut pas, puisqu'il y a un film. Il faudrait commencer dans l'après-midi, et non pas le soir, à ce moment-là, pour faire la conférence, puis ensuite voir le film, puis ensuite faire un débat. D'ailleurs, c'est ce que je vais proposer, tiens, ce soir. De faire ça sur une partie de la journée plus longue. Au moins 1 heure de plus, quoi, pas plus, bon. Moi, ma conférence, en général, mes conférences, que ce soit celle-là ou d'autres, elles sont toujours sous forme de diaporama commenté par moi-même dans un ordre logique, et elles portent sur environ une 60aine de diapos minimum. Quelquefois, ça atteint les 80 diapos. Alors, dans la structure générale de ces conférences diaporama, j'énonce les faits, je trie dans les faits, je sors une liste d'hypothèses qui expliquent éventuellement les faits, et ensuite j'offre au public de la documentation, livres, revues, sociétés ou organismes ou assos qui s'occupent de ça. Comme ça, les gens ont une vue d'ensemble complète et ils peuvent approfondir eux-mêmes en prenant certaines des références que je cite.
Et c'est ce que vous allez voir ce soir. Alors, je ne sais pas si j'aurai le temps d'aller jusqu'à la fin, parce qu'il faut que quand même le film démarre pas trop tard. Hein. Mais en général, il y a tout un... Enfin, la fin de ma conférence porte sur la présentation des principaux ouvrages qu'on trouve sur la question. Et des auteurs dont on voit la figure. Parce qu'il y a un truc qui est énervant, c'est de parler d'un auteur, on ne voit jamais la figure. Bon, ben, voilà, là, au moins, on le voit. Hein. Donc, c'est extrêmement important de faire cette liaison. Qu'est-ce qu'il a écrit et comment est-il, hein? Alors, il y a des gens qui sont devenus célèbres, d'autres moins. D'autres qui ont écrit des choses sans grand intérêt, qui sont souvent des reproductions d'un tas d'autres bouquins. Et puis d'autres qui sont très originaux. L'un des plus originaux, c'est un certain Jacques Vallée, qui est, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, un scientifique, c'est un informaticien qui a travaillé pour la NASA pendant 25 ans et qui, à l'occasion de rapports qui lui passaient sous le nez, sur les ovnis, hein, et sur les apparitions inconnues, incompréhensibles, et s'est dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Donc il s'est intéressé à ça, il a longuement réfléchi, étudié, travaillé, et il en a sorti quand même une douzaine de livres. Hein. Ouais. Dont certains sont vraiment très intéressants, parce qu'elles donnent une explication, j'allais dire rationnelle, non, pas nécessairement rationnelle, vraisemblable. Et attention, le vraisemblable peut parfois être extrêmement étrange. Hein. Très important, ça. Et il ne faut surtout pas tomber dans le rationalisme. C'est la maladie du rationnel. Moi, je me considère comme rationnel, mais pas comme rationaliste. D'ailleurs, le rationaliste, à notre époque, est devenu presque une religion. Hein. Si vous n'êtes pas dans le rationalisme, vous ne valez rien. Ce qui est complètement idiot. Autre petite remarque importante, ce n'est pas parce qu'on émet une opinion subjective qu'elle est mauvaise. Elle est simplement subjective. Et ce n'est pas parce qu'une opinion est partagée objectivement par une majorité qu'elle est bonne. Elle peut être une erreur. Et ça, on l'a vu au cours de l'histoire à de nombreuses reprises. Hein. Regardez les partis politiques, les dictatures, qui parviennent à rassembler des millions de gens. Quand on revoit les films de Nuremberg en Allemagne au moment de l'arrivée du nazisme, c'est incroyable de voir qu'on peut suggestionner des foules à ce point. Et tout le monde vous dira, mais c'est la version, c'est l'opinion objective, donc elle est bonne. Eh ben non, elle n'était pas bonne. Pareil avec Staline, pareil avec Mao, etc. C'est un phénomène qu'on trouve fréquemment dans les dictatures et tyranniques. Parce qu'il y a des dictatures douces aussi, hein, des dictatures soft, si on peut dire, qui ne sont pas de vraies dictatures, quoi. Mais quand on a affaire à de véritables tyrans, qui sont des monstruosités, heureusement temporaires, eh bien, on voit que l'opinion objective partagée par la majorité peut parfaitement être fausse, et destructrice, malveillante, épouvantable, monstrueuse. Alors qu'une opinion subjective, émise par une personne, deux, trois personnes, bon, peut parfaitement être juste. Ce n'est pas un critère d'authenticité, de validité. Le fait que beaucoup de gens partagent la même opinion n'est pas un critère de validité. Ça peut l'être, mais ça ne l'est pas à chaque fois. Donc pour clore mon discours sur les conférences que j'ai pu donner, je dirais que pour moi c'est une passion. Alors comme je suis un ancien professeur de faculté, en plus de mon métier industriel, hein, eh bien j'aime bien transmettre d'une part ma vision des choses et d'autre part donner un caractère pédagogique à ce que je transmets. Alors, il y a des gens qui me le reprochent, en me disant « Oui, mais tu dis des choses qui sont... tu ouvres des portes ouvertes. » Pas pour tout le monde. Il y a des gens qui ne savent pas. Tant mieux pour ceux qui savent, ils redécouvrent. Pour ceux qui ne savent pas, au moins, le fait de parler d'une manière, si possible, hein, parce que ce n'est pas toujours donné à tout le monde, de parler de manière pédagogique pour expliquer ce qui se passe,
C'est quand même mieux que de passer comme ça en disant « oui, bah, débrouillez-vous pour comprendre ». Le fait d'avoir fait du professorat pendant longtemps, parce que j'ai commencé au Liban en 1968, ouais, on m'avait demandé à la faculté où j'étais moi-même étudiant de donner des cours dans la même discipline que celle qu'on m'avait enseignée l'année d'avant. Et je me trompe même, en fait j'ai commencé en 1962, quand j'étais encore en Amérique du Sud. J'avais une amie qui était née le même jour de la même année que moi, mais pas au même endroit, et qui s'appelait comme moi Joël. Parmi mes prénoms, j'en ai un qui s'appelle Joël. Et elle préparait HEC JF. C'était une fille, et il y avait encore à l'époque, je crois que ça n'existe plus maintenant, mais j'en suis pas sûr, il y avait HEC pour les hommes, et puis ils ont créé une autre école pour les filles, HEC jeunes filles. Et le concours d'entrée à HEC, parce que tout ça sont des écoles à concours, comme Polytechnique, les mines, etc., sauf que ça porte sur le commerce et l'économie, eh bien, il y avait une partie mathématique quand même assez substantielle. Et elle m'avait demandé de lui faire le cours. Donc, 2 fois par semaine, je lui faisais le cours de préparation au programme d'entrée au concours de HEC. C'était le même pour les garçons, hein, d'ailleurs. Bon. Alors, c'est un concours classique, hein, c'est-à-dire que c'est ce qu'on apprenait à l'époque, un peu en première et surtout en terminale, sur les fonctions du premier degré, les courbes, toutes ces histoires-là. C'est essentiellement là-dessus. Un peu de combinatoire, de probabilité, vous voyez ce que je veux dire. Et ça, j'ai commencé en 63, même avant, en 62. Et quand je suis revenu en France, à Bordeaux, après je suis monté à Paris, et puis on est parti au Liban avec ma famille, eh bien, l'université, il y en a plein, des universités à Beyrouth, j'y ai suivi des cours qui prolongeaient mes études antérieures, et l'une de ces écoles, c'est une école de jésuites, top niveau, hein. Ils sont top niveau partout, c'est bien simple. Et les pauvres, qu'est-ce qu'ils ont subi dans l'histoire? Parce qu'à un moment, il ne faut pas oublier qu'ils ont été éjectés de la monarchie française, hein, en France. Enfin, par la monarchie française. Alors tout ça pour dire que les jésuites... Ah, excusez-moi, je vais aller répondre.